Et avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour les notifications. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va corriger l'évaluation formative 5. Alors, je remets un petit peu en contexte. Cette évaluation formative est donc préparatrice au bac blanc qui aura lieu le mercredi 17 janvier 2024 et elle était composée donc de 4 exercices. Ces 4 exercices ne sont pas de la même forme, de la même teneur que ce qu'il y aura à l'épreuve, mais il y a des questions, on va dire, qui méritent peut-être une attention plus particulière que d'autres, donc c'est pourquoi je vais insister peut-être plus sur certaines questions. En tout cas, si je viens à dire qu'une question est classique, j'espère que le message sera bien passé. Voilà, alors donc on disait 4 exercices. Un premier exercice qu'on va aborder tout de suite, qui était un exercice où on modélisait l'évolution d'une installation de panneaux solaires d'une année sur l'autre, et on vous disait que chaque année on remplaçait 2% des panneaux et on ajoutait 250 en plus, sachant que la première année il y avait 10 560 panneaux. On vous demandait d'écrire une relation, on notait UN, le nombre de panneaux à l'année N, et on demandait dans la première question de l'exercice 1 d'écrire une relation qui relie UN à UN plus 1. Donc là c'est simplement de la traduction mathématique de l'énoncé, donc c'est-à-dire que comme je viens de le dire, on remplace 2% des panneaux chaque année. Donc on multiplie le nombre de panneaux d'une année sur l'autre par 0,98, puisque si on remplace 2% des panneaux, ça veut dire qu'on en enlève 2%, donc on fait une diminution de 2% du nombre des panneaux. Et ça, donc, ça fait quelques années maintenant que vous devez savoir que quand on fait une diminution de 2%, on multiplie par le coefficient multiplicateur associé, qui est donc 0,98. Et par ailleurs, comme on en ajoute 250 chaque année, on a bien, d'ailleurs une petite faute d'orthographe ici, la relation UN plus 1 égale 0,98 UN plus 250. Par ailleurs, le parc au début de l'étude étant constitué de 10 560 panneaux, on a bien U0 égale 10 560. Alors vous voyez là, clairement la compétence ici c'est modélisé sur ce genre de questions. Il n'y a pas de calcul, hein, c'est simplement arriver à expliquer avec vos mots comment on modélise mathématiquement, à l'aide de cette relation-là et de cette donnée-là, la situation de l'énoncé. Dans la question 2, on vous disait excusez-moi. Voilà, donc dans la question 1B, on vous disait, on souhaite savoir au bout de combien d'années le nombre de panneaux solaires sera strictement supérieur à 12 de la calculatrice, donner la réponse à ce problème. Donc là, à l'aide de la calculatrice, ça veut dire qu'on n'attend pas de calcul précis. On attend simplement que vous arriviez à la manipuler, d'accord? Donc vous rentrez, comme on l'a déjà fait d'ailleurs dans le menu de la calculatrice, vous rentrez l'expression de votre suite. Donc là vous avez une suite récurrente d'ordre 1. Donc il faut bien choisir le type de suite d'ailleurs. Ensuite, tout simplement ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le tableau des valeurs. Après avoir bien réglé, mettre que le rang du premier terme c'est 0 et que le premier terme c'est des 10 560. Vous allez voir à partir de combien de temps le nombre de panneaux solaires sera strictement supérieur à 12 000 et on obtient n égale 68. Voilà. Et comme la première année c'était l'année 2020, la première année pour laquelle on a plus de 12 000 panneaux solaires dans ce parc, dans la centrale solaire de Bixen, ce serait en 2088. Ensuite, on vous demande de compléter un programme en Python, de compléter le programme en Python ci-dessous de telle sorte que la valeur cherchée à la question précédente soit stockée dans la variable n à l'issue de l'exécution de ce dernier. Donc simplement, ici, il fallait répéter l'instruction tant que U était inférieur ou égal à 12 000, puisqu'on veut la première année pour laquelle ce soit supérieur à 12 000, d'accord? Et U
c'est 0,98 U. D'ailleurs, là, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Hop, voilà. 0,98 U plus 250. D'ailleurs, je remercie Nathan qui m'a fait remarquer que je m'étais pas mal planté à la question 1, mais du coup, j'avais pas fait gaffe ici qu'il y avait également l'erreur dans le corrigé. Donc c'est U égale 0,98 fois U plus 250 et N prend la valeur N plus 1. D'accord? Je rappelle, hein, en Python, le simple égal, c'est prend la valeur. Si vous voulez écrire l'égalité mathématique, à ce moment-là, il faut mettre un double égal. D'accord? Voilà. Question 2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, la propriété on a un inférieur à 12500. Donc on démontre ça par récurrence. Donc on énonce bien, je rappelle, la propriété clairement, d'accord? Donc on a notre P, on l'appelle Pn, Pn de point un inférieur à 12500. Initialisation pour n égale 0, on a U0 égale à 10 560, inférieur à 12500, donc P de 0 est vrai, il n'y a pas de problème là-dessus. L'hérédité, je rappelle la structure, donc on fixe un entier naturel K, quelconque, fixé, bon, puisqu'on fixe du coup, on suppose la propriété PK vrai, soit le terme d'indice K, donc UK est inférieur à 12500, et en utilisant cette hypothèse, hein, le but de l'hérédité c'est ça, c'est-à-dire en utilisant cette information-là, on veut démontrer que c'est encore vrai au rang suivant. Or, par hypothèse de récurrence, je rappelle que pour démontrer une récurrence par inégalité, on part de l'hypothèse de récurrence, d'accord? Et ensuite on reconstruit le terme de rang suivant, étape après étape, donc pour passer de UK à UK plus 1, et donc là on retourne voir, hein, la relation de récurrence de la suite, donc qui est ici, hein. Vous voyez, pour passer de UN à UN plus 1, eh bien, on multiplie UN par 0,98, puis on ajoute 250. Donc c'est exactement ce qu'on fait dans la rédaction de l'hérédité, hein. On multiplie par 0,98 de chaque côté, 0,98 étant positif, bon, ça ne change pas l'ordre, hein. Ensuite on ajoute 250 de chaque côté, et puis on remarque qu'à gauche, on a fait de telle sorte qu'on ait UK plus 1, et puis à droite, on a bien 12500, donc ça prouve bien que P est héréditaire, parce qu'on est bien parti en supposant UK inférieur à 12500, et on a bien démontré que UK plus 1 était inférieur à 12500 aussi. Donc conclusion, par principe de récurrence, pour tout entier naturel n, on a bien UN inférieur à 12500. La question 3, on vous demandait de démontrer que la suite UN est croissante. Alors, on a pour tout n appartenant à n, je rappelle que pour démontrer qu'une suite est croissante, en règle générale, on regarde le signe de un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, c'est 0,98 un plus 250 moins un. 0,98 un moins un, ça fait moins 0,02 un. Donc en fait, un plus 1 moins un est égal à 250 moins 0,02 un. Or, d'après le résultat précédent, donc d'après ce qu'on vient de démontrer par récurrence, un est inférieur à 12500. Et le but du jeu, ça va être de reconstruire ce terme-là, c'est-à-dire 250 moins 0,02 UN. Pour ce faire, on va multiplier par 0,02 de chaque côté, d'accord? Donc ça nous donne 0,02 UN inférieur à 0,02 100, soit 0,02 UN inférieur à 250. Et ensuite, vous voyez, il suffit de passer ce terme-là à droite. On obtient 0 plus petit que 250 moins 0,02 UN, c'est-à-dire que 0 est plus petit que UN plus 1 moins UN. Ce qui signifie que la UN plus 1 moins UN est une expression qui est toujours positive, quelle que soit la valeur de n, donc ça signifie que UN est croissante. Pour la question 4, donc la question 4, ce genre de question, on passe par une suite, on dit auxiliaire pour trouver l'expression de UN, c'est des questions qu'on traite depuis le début de l'année. Donc on va utiliser la relation qui est donnée dans l'énoncé, bien sûr, donc Vn égale Un moins 12500, mais comme on veut Vn plus 1 en fonction de Vn, on va réécrire l'expression qu'on nous donne, mais au rang n plus 1. Donc on a Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 12500. Et ensuite, on utilise l'information qu'on a sur UN plus 1. UN plus 1, c'est 0,98 UN plus 250. Donc, on obtient 0,98 UN plus 250 moins 12500, ce qui fait 0,98 UN moins 12250.
et ensuite on factorise par 0,98 dans cette expression-là. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a fait en cours, vous savez, sur les factorisations forcées. Là, vous forcez la factorisation, si vous préférez, par 0,98. Donc, vous mettez votre 0,98 en facteur et vous divisez chaque terme de l'expression précédente par 0,98. Et ce qu'on observe, c'est que 0,98 là sur 0,98, ça va vous donner UN, simplement. 0,98 UN sur 0,98, ça vous donne UN. Et 12 250 divisé par 0,98, ça donne 12 500. Et là, on retrouve en fait l'expression de Vn. Donc, on vient de prouver que que Vn plus 1 était bien égal à 0,98 Vn, ce qui prouve que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,98. Et le premier terme, V0, eh bien c'est U0 moins 12 500, et 10 560 moins 12 500, ça fait moins 1940. Pour la question 4b, on sait alors que quel que soit l'entier, on sait qu'alors quel que soit n appartenant à n, eh bien Vn c'est V0 fois 0,98 puissance n, puisque Vn est une suite géométrique. Et donc du coup, Vn c'est moins 1940 fois 0,98 puissance n. Et donc pour tout entier naturel n, comme Vn c'était Un moins 12 500, eh bien ça équivaut à dire que Un c'est Vn plus 12 500. Et donc Un c'est 12 500 moins 1940 fois 0,98 puissance n. Alors cette question-là, mea culpa, hein, je sais, on ne l'a pas encore fait en cours, mais en tout état de cause, c'est quelque chose qu'on va normalement... Alors on aurait dû le traiter demain, puisque on était censé avoir cours aujourd'hui. Malheureusement, comme le lycée était fermé aujourd'hui, eh bien on le traitera probablement lundi. Mais en gros, quand vous avez une suite géométrique dont la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc là, a fortiori entre 0 et 1, puisque 0,98 est strictement positif, et bien la limite de 0,98 puissance n, c'est 0. Donc ce morceau-là tend vers 0. Donc quand vous multipliez par moins 1940, et bien ça tend encore vers 0. Donc quand vous ajoutez 12 500, bien par somme, la limite de UN, c'est 12 500. Donc selon ce modèle, le nombre de panneaux ne pourra jamais dépasser les 12 500. Et ensuite, il y avait la partie B. Donc en fait, dans cet exercice, on confrontait deux modèles. Un modèle discret, donc avec des suites, et un modèle continu pour le même phénomène. Donc on voulait comparer les deux modèles. Et donc pour le modèle continu, on utilisait la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x égale 12 500 moins 500 exponentielle de moins 0,02 x plus 1,4. Dans la première question, vous demandez de calculer f' et d'en déduire le sens de variation de f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors ça, c'est ultra classique, hein, on calcule f'. Pour calculer f', il faut déjà vérifier que f est bien dérivable. Eh bien, elle est dérivable parce qu'elle est somme de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Et sur cet intervalle, eh bien, f' de x, ça va être 0, puisque c'est la dérivée de la constante 12 500, moins 0,02 fois moins 500 exponentielle moins 0,02 x plus 1,4, ce qui faisait 10 exponentielle moins 0,02 x plus 1,4. La fonction exponentielle étant strictement positive, en fait, exponentielle de ce que vous voulez, c'est toujours strictement positif. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc en fait, là, vous avez un produit de deux nombres positifs, donc votre dérivée est positive, et donc la fonction est strictement croissante sur 0 plus infini. Pour la question 2A, on vous demandait de calculer f seconde. Alors f seconde, c'est la dérivée de f', donc c'était 10 fois moins 0,02 exponentielle moins 0,02 x plus 1,4, ce qui fait moins 0,2 exponentielle moins 0,02 x plus 1,4. D'accord ? Et là, eh bien, on se retrouve avec le produit d'un nombre positif, donc qui est l'exponentielle de moins 0,02 x plus 1,4, avec moins 0,2 qui est négatif. Donc le signe de f seconde est négatif pour tout réel x positif, et donc f est bien concave sur 0 plus infini. Et ensuite, on vous demande, en utilisant ce modèle, déterminer au bout de combien d'années le nombre de panneaux solaires dépassera les 12 000. Eh bien, on résout l'inéquation f de x supérieure à 12 000. F de x supérieur à 12 000, ça fait 12 500 moins 500 exponentielle moins 0,02 x plus 1,4 supérieur à 12 000. Donc là, je vous passe un petit peu les étapes, hein, mais en gros, on se retrouve avec à passer lui à gauche,
à droite, pardon, et le 12 000 à gauche. Donc on se retrouve avec 500 supérieur à 500 exponentielle moins 0,02x plus 1,4. On divise par 500 de chaque côté, qui est positif, donc ça ne change pas l'ordre. On se retrouve avec 1 supérieur à exponentielle de machin, là. Et du coup, par croissance de la fonction logarithme népérien, vous passez au ln en fait de chaque côté ici, hein, vous composez par la fonction ln, et comme la fonction ln elle est strictement croissante sur 0 plus infini, ça vous conserve l'ordre ici. Donc, résoudre l'équation de départ, c'est résoudre moins 0,02x plus 1,4 négatif. Donc là, vous avez une équation du premier degré assez simple à résoudre. On trouve x supérieur à 70. Alors, strictement supérieur à 70, ça veut dire qu'il faut bien attendre 71 ans pour que le nombre de panneaux solaires dépasse 12 000, c'est-à-dire en 2091. Alors, l'exercice 2. Il s'agissait d'une étude de l'évolution d'une maladie qu'on appelle la leucose féline, qui est une maladie qui touche les chats. Elle est provoquée par un virus. Et dans un grand centre vétérinaire, on estime à 40% la proportion de chats porteurs de la maladie. On réalise un test de dépistage de la maladie parmi les chats présents dans ce centre vétérinaire. Ce test possède des caractéristiques suivantes. Lorsque le chat est porteur de la maladie, son test est positif dans 90% des cas. Lorsque le chat n'est pas porteur de la maladie, le test est négatif dans 85% des cas. On choisit un chat au hasard dans le centre vétérinaire et on considère les événements suivants. Donc M, le chat est porteur de la maladie, T, le test est positif, M bar et T bar représentant respectivement les événements contraires à M et T. Alors la question 1, c'est, quand je dis 1, c'est ABCD, c'est très clairement en fait des questions classiques portant sur le programme linéaire du coup. Ça c'est des questions qu'il faut, je pense, réussir, parce que ça c'est des points donnés le jour de l'examen, d'accord, et même le jour de l'examen blanc d'ailleurs. Ça c'est des points classiques à gagner. Donc surtout si le jour de l'examen, du vrai, hein, celui au mois de juin, quand vous avez un exercice avec un arbre pondéré comme ça, par pitié, enfin par pitié, pas par pitié, mais s'il vous plaît, faites ça correctement, parce que là c'est vraiment, quand vous perdez des points là-dessus, vous gâchez des points, et ça c'est vraiment dommage. Donc traduire la situation par un arbre pondéré, donc quand on lit l'énoncé, en fait, c'est vraiment dans l'ordre temporel des choses. C'est-à-dire dans l'énoncé, on vous dit, on estime à 40% la proportion de chats porteurs de la maladie, et on réalise un test. Donc d'abord, on sépare la population entre chats malades et chats non malades, d'où le M et M bar en première branche, et ensuite, pour chacune de ces issues-là, est-ce que le test est positif ou pas? Et donc du coup, on a 40% de chats malades, donc ça veut dire 60% de chats sains. Si le chat est malade, il y a 90% de probabilité que le test soit positif, donc 10% de la probabilité que le test soit négatif. Et si le chat n'est pas malade, il y a 85% de probabilité que le test soit négatif, donc 15% de probabilité que le test soit positif. Question 1b, calculer la probabilité que le chat soit porteur de la maladie et que son test soit positif. Donc ce « et » là, je rappelle, en probabilité, il se traduit par une intersection, donc c'est la probabilité de M inter T. Et donc, on recherche dans l'arbre le chemin qui passe par les événements M et T. C'est donc 0,4 fois 0,9, la probabilité de cette intersection, c'est-à-dire 0,36. Montrer que la probabilité que le test du chat soit positif est égale à 0,45. Donc, on cherche la probabilité de T. Et ça, on utilise la loi des probabilités totales. P de T, c'est P de M inter T plus P de M bar inter T. C'est-à-dire 0,36 plus 0,6 fois 0,15, c'est-à-dire 0,09. 0,36 plus 0,09, ça fait 0,45. Et la question 1D, on choisit un chat parmi ceux dont le test est positif, calculer la probabilité qu'il soit porteur de la maladie. On sait que le test est positif, et on veut la probabilité qu'il soit porteur de la maladie. Donc là, on a une probabilité conditionnelle, et c'est P de M, sachant T. Donc ça, je rappelle, la formule, c'est P de M inter T sur P de T, donc P 0,36 sur 0,45, ce qui fait 0,8. Dans la question 2, on s'intéressait du coup à une répétition à l'identique et de manière indépendante de 20 tests. Voilà, donc on choisit un échantillon de 20 chats et on les teste. Et on admettait qu'on pouvait assimiler ce choix à un tirage avec remise. Donc
la formulation là doit vous faire penser, en plus on le voit après, on voit des variables aléatoires, des espérances des variances apparaître, donc avec remise, c'est-à-dire que si par exemple on va regarder la variable somme de ces 20 là, eh bien on sait que l'espérance va être linéaire, donc on va pouvoir dire que l'espérance de la somme ça va être la somme des espérances, la variance de la somme ça va être la somme des variances, etc. Donc là en fait il faut arriver à le sentir le truc. On note xi pour i compris entre 1 et 20, la variable aléatoire prenant la valeur 1 si le chat numéro i est positif et 0 sinon. Et donc, on vous demandait de déterminer en justifiant la loi de xi pour tout entier naturel i compris entre 1 et 20. Alors, chaque test, je vais le redire après, normalement, mais chaque test est identique. Hein, on utilise le même test pour tous les chats. Donc en fait, chaque variable aléatoire xi, pour i compris entre 0 et 20, elles sont toutes identiques, ces variables aléatoires. Elles ont toutes la même loi, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on regarde pour chaque entier i compris entre 1 et 20, eh bien soit elle prend la valeur 0 avec une probabilité de 0,55, soit elle prend la valeur 1 avec une probabilité de 0,45. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on mettait 1 si le chat numéro i était positif, et la probabilité d'être positif d'après la partie précédente, c'était P de t ici, donc c'est 0,45. Et donc 0 c'est le complémentaire, donc 0,55. Et ainsi on a E de xi qui vaut donc 0 fois 0,55 plus 1 fois 0,45, qui est le calcul qui est ici, et ça donne 0,45. Et la variance de xi, alors deux façons de la calculer, moi cette fois-ci j'ai utilisé la formule de Koenig-Huygens, donc ça fait 0 au carré fois 0,55 plus 1 au carré fois 0,45 moins l'espérance au carré, donc 0,45 au carré, et on trouve assez facilement 0,2475. 2b. Donc on note S20, la variable aléatoire valant x1 plus, etc. plus x20. Déterminant en justifiant les valeurs prises par S20. On va déduire E de S20 et V de S20. Alors S20 prend toutes les valeurs entières entre 0, 0 veut dire aucun chat n'est positif dans l'échantillon, et 20, tous les chats de l'échantillon sont positifs. Et ensuite, elle peut prendre n'importe quelle valeur entre. D'accord? Si S20 est égal à 8, ça veut dire que dans l'échantillon des 20 chats, il y en a 8 qui sont positifs. On a donc E de S20, c'est 20 fois E de XI. Pourquoi? Parce que chaque XI est indépendante, d'accord? Puisqu'il y a les tirages avec remise. Tirage avec remise, ça veut dire qu'on va répéter la même loi, le même test. Donc on répète à l'identique et de manière indépendante la même épreuve, d'accord? Donc E de S20, c'est 20 fois E de XI, donc 20 fois 0,45, c'est-à-dire 9. Et V de S20, c'est 20 fois V de XI, c'est-à-dire 20 fois 0,2475, c'est-à-dire 4,95. On tire simultanément 20 chats. 5 d'entre eux sont positifs. Et on vous dit, calculez le nombre de façons d'obtenir un échantillon de 20 chats présentant exactement 5 chats positifs. Eh bien, le fait que les tirages soient simultanés justifie que l'on cherche un nombre de parties d'un échantillon qui contient exactement 5 chats positifs. Par définition, tirage simultané, on l'a encore vu dans le précédent podcast, tirage simultané, ça veut dire combinaison, recherche de parties. Donc là, c'est 5 parmi 20, donc il y avait 15 504. Pour la question 2D, on vous disait, justifie que P de S20 égale 5, c'est 5 parmi 20, P puissance 5 et moins P puissance 20 moins 5, où P est la probabilité qu'un chat quelconque de l'échantillon soit positif. Alors, ça répond un petit peu à la question qu'on vient de me poser sur Discord, la question de Nathan, qui était... Est-ce que passer par les lettres, en fait, ça change quelque chose? Alors, ça va pas forcément changer quelque chose, mais ça permet, si vous voulez, de changer un peu de cadre et donc du coup de se retrouver peut-être avec une situation un peu plus classique, un peu plus connue, où on peut justement légitimer en fait ce qui va se passer. Alors P de S20 égale 5, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut comprendre ce que c'est que cette probabilité. Alors ça, c'est la probabilité qui est dans l'échantillon. S20, je rappelle que c'est le nombre de chats positifs dans l'échantillon de 20. Eh bien, la probabilité que S20 soit égale à 5, ça veut dire que dans l'échantillon des 20 chats, il y en a 5 qui sont positifs. Si on désigne par P un chat positif et N un chat négatif, en fait, quand vous construisez un échantillon de 20 chats, c'est piquer en fait des lettres P et N au hasard et de caser ça dans 20 cases successives, d'accord? Donc c'est construire un mot de 20 lettres uniquement sur l'alphabet qui contient les lettres N et P, d'accord? C'est-à-dire on met des chats négatifs ou positifs.
Et vu que vous voulez un S20 égale 5, 5 c'est le nombre de P. D'accord? Donc ça veut dire en gros que vous construisez un mot de 20 lettres sur l'alphabet NP qui contient 5P et 15N. Chaque lettre P, elle a une probabilité de 0,45 d'être choisie. Et chaque lettre N, une probabilité de 0,55. Il y a, d'après la question précédente, 15 504 mots de telle sorte. C'est ce qu'on vient de voir. Et donc la probabilité d'avoir un mot avec 15N et 5P, ou d'avoir exactement 5 chats positifs dans l'échantillon, c'est bien 5 parmi 20. Donc ça c'est le nombre de mots. Et chaque lettre P du mot a une probabilité petit p, ou 0,45 puissance 5 d'être choisie, puisque c'est P fois P fois P fois P fois P. Et les 15 restantes ont une probabilité 1 moins P d'être choisies, ou 0,55. Où P est la probabilité qu'un chat quelconque de l'échantillon soit positif. Et dans la question E, on vous demande de déduire la valeur approchée de P de S20 égale 5 au millième et d'interpréter les résultats dans le contexte. Donc là, vous remplacez. P de S20 égale 5, ça fait 15 504 fois 0,45 puissance 5 fois 0,55 puissance 15, ce qui fait à peu près 0,036. Et ce que cela signifie dans le contexte, c'est que la probabilité d'obtenir exactement 5 chats positifs sur cet échantillon de 20 est exactement de 0,036. Et la question 3, et pas 3A, je ne sais pas pourquoi 3A donc corrigé, on n'avait pas de A. Il faudra que je corrige ça aussi. Hop. Donc on vous disait, dans cette question, on choisit un échantillon de n chats dans le centre. Donc cette fois-ci, c'est plus 20, c'est n. Je ne connais pas la taille ou le nombre de chats à choisir. Pour qu'on assimile encore à un tirage avec remise. Donc toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il y a 0,45 de probabilité que le chat soit positif et 0,55 que le chat soit négatif. Et on vous dit déterminer la plus petite valeur de n, c'est-à-dire l'échantillon de taille minimale nécessaire pour que la probabilité qu'il y ait au moins un chat positif dans cet échantillon soit supérieure à 0,99. Alors il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, parce que ça c'est une question qui est extrêmement classique, d'accord? C'est de dire que au moins 1, ça veut dire Sn supérieur à 1, d'accord? Ça c'est au moins 1. Et cet événement-là, son contraire, c'est l'événement Sn égale 0. D'accord? Parce que quand vous en avez au moins 1, eh bien, la seule issue possible où il n'y en a pas au moins 1, c'est quand il n'y a personne. D'accord? Donc en gros, la probabilité de Sn supérieur à 1, qu'on cherche en fait, eh bien c'est 1 moins la probabilité que Sn soit égal à 0. Comment on calcule cette proba? Bien, imaginons qu'on fasse un arbre, d'accord, avec positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Donc Sn égale 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun chat positif, donc ils sont tous négatifs. Et en fait, il n'y a qu'une seule branche, c'est celle-là. C'est qu'il passe que par des T-bar. T-bar, sa probabilité c'est 0,55. Donc en gros, la probabilité de Sn égale 0, c'est 0,55 puissance n. Ça, c'est une façon de le justifier assez vite. D'accord? Sinon, vous pouvez aussi dire que la probabilité que Sn soit égale à 0, si on s'inspire de ce qui a été fait dans les questions d'avant, eh bien c'est 0 parmi n, p puissance 0, 1 moins p puissance n. D'accord? 0 parmi n c'est 1, p puissance 0 c'est 1, et 1 moins p c'est 1 moins 0,45 puissance n. Donc ça fait bien 0,55 puissance n. D'accord? Donc de là, on a P de Sn égale 0 qui est 0,55 puissance n. Donc P de Sn supérieur à 1. Alors là, je me suis trompé aussi. Tiens, il y a une petite erreur, c'est 0,55 puissance n ici et pas puissance 20, puisque n n'est pas égal a priori à 20. Donc P de Sn égale 0, c'est 0,55 puissance n. P de Sn supérieur ou égal à 1, bien c'est ce qu'on vient de voir, c'est 1 moins P de Sn égale à 0. Tiens, encore une faute. Donc encore une erreur là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc c'est 1 moins 0,55 puissance n, et vous voulez résoudre l'inéquation 1 moins 0,55 puissance n supérieur à 0,99.
Et donc, eh bien, vous basculez chaque terme là de chaque côté, d'accord? Donc ça fait 0,01 supérieur à 0,55 puissance n. Vous composez le ln de chaque côté pour faire tomber ce n là-dedans, d'accord? Parce que je rappelle que ln de a puissance n, eh bien c'est n ln de a si a bien sûr est strictement positif, d'accord? Ce qui est le cas de 0,55. Donc ça vous fait ln de 0,01 supérieur à n fois ln de 0,55. Et puis là, vous allez diviser par le ln de 0,55, mais faire attention hein, au signe de ce nombre qui est négatif. Donc du coup, boum, n va être supérieur à cette quantité-là. Et cette quantité-là, c'est à peu près 7,7. Donc il faut au moins un échantillon de 8 chats pour avoir une probabilité qu'au moins un d'entre eux soit positif, soit supérieur à 0,99. L'exercice 3. Donc c'était un exercice de géométrie dans l'espace, à la fois classique et pas tout à fait classique, puisqu'en fait c'était comme un peu dans l'exercice 2, la remarque qu'on m'a fait sur Discord qui était c'était un peu une loi binomiale déguisée, effectivement, mais on n'a pas encore abordé à ce stade de l'année la loi binomiale, on n'a pas abordé non plus la notion de plan d'espace à ce stade de l'année, donc là il y avait un petit truc, un peu déguisé, mais ça n'empêchait pas de le faire, et ça n'empêchait pas que cet exercice-là aussi n'était pas, on va dire, excessivement compliqué. Donc un exercice de géométrie de cette trempe-là est pour moi, à mon sens, à réussir en tout cas. Alors, on vous disait, dans un report orthonormal de l'espace rapporté à R3, on considère les points suivants. Donc A était de coordonnées 2, moins 1, 0, B est de coordonnées 3, moins 1, 2, C est de coordonnées 0, 4, 1 et S est de coordonnées 0, 1, 4. La première question qu'on vous posait, c'était de démontrer que ABC est rectangle en A. Eh bien, on le verra, hein, mais 3 points de l'espace sont toujours coplanaires, donc ça veut dire que 3 points de l'espace sont toujours dans un même plan. Et donc du coup, quand on prend 3 points distincts de l'espace, on peut parler de triangle. Mais ça là-dessus, il n'y a pas de problème. On va dire qu'il n'y a pas de bizarrerie. Donc, si le triangle ABC est rectangle en A, ça veut dire que le produit scalaire des vecteurs AB et AC vaut 0, puisque les directions AB et AC sont orthogonales. D'accord ? Donc pour ce faire, eh bien, il suffisait de calculer les composantes du vecteur AB. Donc AB c'était xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Donc 3 moins 2, moins 1 moins 1 et 2 moins 0, ce qui vous donnait le vecteur de composante 1, 0, 2. Vous faisiez pareil avec AC, vous trouviez le vecteur de coordonnées moins 2, 5, 1. Et si vous faisiez le produit scalaire, AB scalaire AC, ça faisait 1 fois moins 2, plus 0 fois 5, plus 1 fois 2, ce qui donnait 0. Donc l'angle BAC est droit. Ou si vous préférez, les vecteurs AB et AC sont orthogonaux, donc le triangle ABC est bien rectangle en A. Question 2A. Montrer que le vecteur n de coordonnées 2, 1, moins 1 est orthogonal au vecteur AB et AC. Donc, encore une fois, un autre calcul de produit scalaire. Et je redis encore une fois, hein, souvent dans les exercices de géométrie dans l'espace, le produit scalaire est quand même un outil qui est un peu polyvalent, donc on s'en sert beaucoup. Donc pour le prouver, eh bien, on calcule n scalaire AB et n scalaire AC. N scalaire AB c'est 2 fois 1 plus 1 fois 0 plus moins 1 fois 2. Donc, quand on fait le calcul, ça fait 2 plus 0 moins 2, ça fait 0. Donc n et AB sont bien orthogonaux. N scalaire AC, ça fait 2 fois moins 2 plus 1 fois 5 plus moins 1 fois 1, ça fait moins 4 plus 5 moins 1, ce qui fait également 0. Donc n et AC sont orthogonaux. Alors ça par exemple, vous voyez, ce qu'on vient de prouver là, quand on abordera le chapitre sur les plans et les droites, enfin sur les droites et les plans de l'espace, ça nous poussera à conclure en fait que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC, mais on y reviendra plus tard. Question 2b. On vous dit soit M appartenant à R3 un point de l'espace, on considère deux réels lambda et mu tels que AM s'écrivent lambda fois AB plus mu fois AC. Et on vous demande de démontrer que quelles que soient les valeurs réelles de lambda et mu, eh bien le produit scalaire n scalaire AM vaut toujours 0. Alors pour ce faire, on calcule le vecteur AM, on calcule ses composantes, donc ça fait lambda AB plus mu AC, c'est-à-dire lambda 1, 0, 2 plus mu moins 2, 5, 1. Donc AM, ça fait lambda fois 1 plus mu fois 2, c'est-à-dire lambda moins 2 mu pour la première composante,
lambda fois 0 plus mu fois 5 ou 5 mu pour la deuxième composante, et puis pareil pour la dernière, donc lambda fois 2 plus mu fois 1, ce qui fait 2 lambda plus mu pour la dernière composante. Si vous faites le produit scalaire de n et am, vous avez 2, 1, moins 1 scalaire, lambda moins 2 mu, 5 mu, 2 lambda plus mu, ce qui fait 2 facteurs de lambda moins 2 mu, plus 1 fois 5 mu, plus moins 1 fois 2 lambda plus mu, et en fait, quand on développe tout ça et qu'on fait le calcul, on trouve 0. Et ça, c'est quelles que soient les valeurs de lambda et mu. Je laissais supposer quelconque au départ. Donc, quels que soient les réels lambda et mu, eh bien, les vecteurs n et am sont bien orthogonaux. Question 2c. Démontrer que la relation précédente se ramène à l'équation 2x plus y moins z moins 3 égale à 0, où x, y, z sont les coordonnées quelconques d'un point m de l'espace vérifiant la relation de la question précédente. Donc, si m est un point qui vérifie la relation de la question précédente, c'est-à-dire que am, ses coordonnées, c'est lambda moins 2 mu, 5 mu, 2 lambda plus mu, d'accord? Ou si vous préférez, que n scalaire am est égal à 0, c'est ce qu'on vient de voir, d'accord? Donc on va maintenant calculer am d'une autre manière. Am c'est x, y, z, d'accord? C'est ce qu'on vient de dire, c'est les coordonnées d'un point quelconque de l'espace qui vérifie n scalaire am égale à 0. Et quand on calcule am sous cette forme-là, on trouve x moins 2, y plus 1, z. Et donc n scalaire am égale à 0, ça équivaut à 2, 1, moins 1. Donc ça, c'est les coordonnées de n. Scalaire x moins 2, y plus 1, z. Donc ça fait 2 facteurs de x moins 2, plus 1 fois y plus 1, moins z. Donc ça fait 2x moins 4, plus y plus 1, moins z. Donc ça fait bien 2x plus y moins z moins 3 égale à 0. Voilà. Donc on a bien cette relation. Donc tout point m de l'espace qui vérifie cette relation-là, on dit qu'il appartient au plan ABC. Donc, dès que vous avez un point dont les coordonnées x, y, z vont vérifier cette équation-là, c'est-à-dire que vous faites 2 fois l'abscisse plus l'ordonnée moins la côte moins 3 et que ça fait 0, et bien le point, il appartient au plan. Donc, c'était aussi valable dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser le fait que quand ça, c'est pas égal à 0, eh bien, on n'a pas l'appartenance du point au plan, ou la contraposée, si vous préférez. Donc on remplace x par xs, y par ys et z par zs. On calcule donc 2xs plus ys moins zs moins 3 égale. Donc ça fait 0 plus 1 moins 4 moins 3. Ça fait moins 6, c'est différent de 0. Donc S n'appartient pas au plan ABC. Alors pour la question 3, on vous disait soit H le point du plan ABC tel que les vecteurs SH et N soient collinéaires. Et on vous dit démontrer que les coordonnées du point H sont 2, 2, 3. Alors on vous dit soit H, donc de coordonnées X, Y, Z, un point du plan ABC, puisque c'est ce qu'on vous dit, H est un point du plan ABC. Les vecteurs SH et N sont collinéaires, si et seulement s'il existe un réel K tel que SH vaut KN. SH, si on calcule ses composantes, bien c'est x moins 0, y moins 1, z moins 4. Donc x, y moins 1, z moins 4. Ça doit être égal à 2k, k moins k. Et donc on a le système x égale 2k, y égale 1 plus k et z égale 4 moins k. Donc ça, c'est les coordonnées de h. Voilà. Parce qu'il est collinéaire avec n. Mais vu que h est un point du plan ABC, ça veut dire que x, y, z vérifie cette égalité-ci. D'accord? 2x plus y moins z moins 3 égale à 0. Donc ça veut dire qu'on peut remplacer x par 2k, y par 1 plus k et z par 4 moins k. Et quand on va faire ce calcul-là, on sait que le résultat doit être égal à 0. Donc on a 2 fois 2k plus 1 plus k moins 4 moins k moins 3 égale à 0. Et en fait, on va se retrouver avec une équation dont la solution est k égale 1. Donc k égale 1, ça veut dire que h a pour coordonnée 2 fois 1, 1 plus 1, 4 moins 1. Donc h a pour coordonnée 2, 2, 3. Dans la question B, on vous disait... on rappelle que le volume V d'un tétraèdre, c'est V R de la base fois hauteur divisé par 3. Sachant que SH est la hauteur relative à la face ABC, calculez le volume du tétraèdre ABC. Bon, c'est un calcul de volume. La base est le triangle ABC,
qui est rectangle en A, d'après la question 1. Donc l'aire de ABC, c'est AB fois AC divisé par 2. Vous faites le calcul de la longueur AB avec les coordonnées, vous trouvez racine carrée de 5. Vous faites le calcul de la longueur AC avec les coordonnées, vous trouvez racine carrée de 30. Alors quand je dis coordonnées, ça peut être également en calculant les normes des vecteurs, parce que AB c'est la norme du vecteur AB et AC c'est la norme du vecteur AC. Donc racine carrée de 5 fois racine carrée de 30 divisé par 2, ça fait racine carrée de 150 divisé par 2, ce qui fait 5 racines de 6 sur 2. Et du coup, voilà, là je détaille le calcul de AB. AB carré, c'est 1 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré, c'est 5. Donc AB vaut racine de 5. Et bon, pareil pour AC carré, vous trouvez racine carrée de 30. SH, vous avez les coordonnées ici. Il faut simplement remplacer x, y, z par 2, 2, 3. Donc le vecteur SH a pour coordonnées 2, 1, moins 1. Et donc du coup, on trouve 6 pour SH carré. Donc SH fait racine carrée de 6. Et donc si vous faites le calcul de V, V c'est 1 tiers de l'aire de ABC fois SH. Donc 1 tiers de 5 racine carrée de 6 sur 2 fois racine carrée de 6. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 6 fait 6, qui se simplifie avec le 3 fois 2 ici. Donc il vous reste 5. Donc le volume, c'est 5. Question 4. Calculer la longueur SA. Bon, on calcule SA, les coordonnées de SA, c'est 2 moins 0, moins 1, moins 1, 0, moins 4. Donc 2, moins 2, 4. Et donc SA, c'est la racine carrée de la norme de ce vecteur. C'est-à-dire racine carrée, enfin SA carré, ça va être 2 au carré, plus moins 2 au carré, plus moins 4 au carré, c'est-à-dire 24. Donc SA, c'est racine carrée de 24, ou si vous préférez, 2 racine carrée de 6. Et dans la question 4b, on vous indique que SB égale à racine carrée de 17, on déduire une mesure de l'angle ASB approché au dixième de degré. Donc le vecteur SB, lui, il a pour coordonnées 3 moins 0, 1 moins 1, 4 moins 2, donc 3, 2, 2. Donc SA scalaire SB, c'est 2 fois 2, plus moins 2 fois moins 2, plus moins 4 fois moins 2, ce qui fait 18. Mais SA scalaire SB, c'est également SA fois SB fois le cosinus de l'angle ASB. Donc on a l'égalité 18 égale 2 racine de 6 fois racine carrée de 17 fois le cosinus de l'angle ASB. Et donc le cosinus de l'angle ASB, c'est le cosinus de l'angle ASB, c'est 18 divisé par 2 racine carrée de 6 fois racine carrée de 17, c'est-à-dire 9 sur racine carrée de 102. Si l'angle que vous cherchez, son cosinus fait ça, et bien à la calculatrice, vous allez faire arc cos ou cos moins 1 de 9 sur racine carrée de 102 et vous en déduisez que l'angle ASB fait à peu près 27 degrés arrondi à l'unité, ou au dixième de degré. Donc, dans l'exercice 4, on étudiait ce qu'on appelle une suite de fonctions. Donc, on peut avoir des suites de nombres, donc ça c'est ce qu'on étudie généralement au lycée, puis aussi on a des objets qu'on appelle des suites de fonctions. On peut en étudier le comportement de deux façons différentes, c'est-à-dire soit on peut étudier le comportement de chacune des fonctions, soit on peut étudier le comportement global de la suite des fonctions. Alors on ne va pas aller si loin dans la théorie, mais on va essayer d'en voir un petit peu quelques aspects. Et dans la première question, on s'intéressait à savoir si chacune de ces courbes avait un point d'intersection. Et on vous demandait de démontrer que toutes les courbes CN ont un point d'intersection dont on précisera les coordonnées. Alors là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer pour quelques valeurs de n à la calculatrice les fonctions fn. Par exemple, vous choisissez pour fn égale 0, donc tapez x ln de x puissance 0, hop, puis vous changez. En bas, vous mettez x ln de x puissance 1, x ln de x puissance 2, x ln de x puissance 3, et puis vous tracez toutes ces courbes. Et vous allez bien voir qu'il y a un point d'intersection. Après, si vous cherchez avec les petites commandes qu'on a déjà vues, c'est-à-dire le point d'intersection, etc., il va vous renvoyer 271, 8, etc. Et donc là, il faut penser à E. D'accord ? Alors si x égale E, eh bien pour tout entier naturel n, Fn de E, c'est E ln de E puissance n, c'est E fois 1 puissance n, c'est E. Alors, qu'est-ce qui fait penser que E est un bon candidat? C'est parce qu'en fait, il peut y avoir que deux possibilités d'éliminer cette puissance n, c'est-à-dire de trouver une valeur pour laquelle la puissance n ne compte pas, c'est 0 ou 1. Mais comme il n'y a aucune... Alors,
comme la seule valeur de x telle que ln de x est égal à 0, c'est 1, mais que 1 n'est pas dans l'ensemble de définition, eh bien peut-être que un autre bon point à chercher, c'est la valeur de x pour laquelle ln de x vaut 1, et ln de x vaut 1 pour x égale e. Et effectivement, quand vous remplacez x par e, ben vous avez ln de e puissance n qui fait 1 puissance n, mais 1 puissance n c'est 1. Donc en fait, ça ne bouge pas la valeur qu'il y a devant ici, de x, qui est donc e. Donc on avait bien comme point d'intersection fn de e égale e. Donc ça c'était aussi peut-être une façon de le voir, d'accord, si on n'avait pas la calculatrice pour s'aider. Alors le problème de la calculatrice, justement, comme vous avez pu le voir là avec GeoGebra un tout petit peu avant, c'est que, eh bien, et ça renvoie souvent que des valeurs approchées et pas de valeurs exactes, et donc du coup c'est un peu problématique parce que nous on a des valeurs approchées, on est tenté d'écrire la valeur approchée, mais généralement ça marche pas trop bien avec la valeur approchée, c'est mieux de le faire avec les valeurs exactes. La question 1b, on vous disait existe-t-il un réel A strictement supérieur à 1 distinct de E, tel que les courbes Cn possèdent comme point commun le point d'abscisse A? Alors du coup justement, vous voyez, on ne vous donnait pas de candidat pour la question 1A, mais on vous l'indiquait dans la question 1B quand même. On disait distinct de E, donc ça veut dire que E était probablement un bon candidat. Il faut aussi arriver à lire un énoncé dans sa globalité et pas seulement question par question, parce que parfois dans les questions d'après, on a des informations qui peuvent débloquer justement certaines questions. Donc ici par exemple, on avait une information qui était donnée dans la question 1B et qui permettait de répondre assez facilement à la question 1A du coup. Alors comment on fait pour répondre à cette question? Eh bien on raisonne par l'absurde. Et raisonner par l'absurde, ça veut dire qu'on sent que ça ne va pas marcher. Et effectivement, ben, si vous tracez quelques courbes à la calculatrice, eh bien, vous allez très vite vous rendre compte en fait, qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection, c'est le point d'abscisse E. Donc, raisonner par l'absurde, ça veut dire qu'il va exister un réel A strictement positif, supérieur à 1 et différent de E, tel que il existe deux courbes CP et CQ qui sont distinctes et qui ont pour point commun le point d'abscisse A. Donc ça veut dire en gros il y a un deuxième point d'intersection. Alors, ça veut dire qu'on a Fp de A qui vaut Fq de A. C'est-à-dire A ln de A puissance P qui vaut A ln de A puissance Q. Soit ln de A puissance P moins Q qui vaut 1. Et cette équation, elle est possible que si la puissance vaut 0, soit la base ici, ln de A vaut 1. Parce que 1 puissance n'importe quoi fait 1, et n'importe quoi puissance 0 fait 1 aussi. Alors ça ne se produit, ça, que si ln de A vaut 1, donc si A vaut E, ce qui n'est pas possible parce qu'on a supposé A différent de E, ou si P moins Q vaut 0, c'est-à-dire si P est égal à Q, ce qui n'est pas possible parce qu'on a supposé CP et CQ distincts. Du coup, on aboutit à une contradiction. Quelle est la contradiction? La contradiction, c'est on a supposé qu'il existait un tel réel A, et en fait, on montre que quand il existe, eh bien, c'est pas possible qu'il existe. Voilà. Donc, ça prouve que, effectivement, un tel réel A différent de E est strictement supérieur à 1, tel que les courbes Cn et comme point commun le point d'abscisse A, et ce pour tout entier naturel L, n'existe pas. D'accord? Donc, il n'y a bien qu'un seul point commun, il n'y a pas d'autres candidats possibles. Alors, exit cette question qui était très particulière et un petit peu formelle. On bascule sur des questions dans la suite qui sont assez communes. Alors, je vais dire classique, pas pour dire que vous aurez un tel exercice au bac blanc, loin de là, d'accord. L'exercice sur les fonctions est d'une teneur complètement différente, donc ce n'est pas utile, par exemple, de refaire, si vous voulez, cet exercice-là tel quel, mais classique dans le sens où quand on a un exercice sur les suites de fonctions, c'est quand même généralement des questions qui reviennent assez souvent. Voilà. La question 2. Démontrer que pour tout réel x strictement supérieur à 1 et pour tout antinaturel n, la dérivée de fn, c'était ln de x puissance n moins 1 facteur de ln de x plus n. Alors, fn est de la forme uv, avec u de x égale x et v de x égale ln de x puissance n. Et donc, v est elle-même de la forme w puissance n, avec w de x égale ln de x. Et donc, v' c'est n sur x
ln de x puissance n-1, puisque ça fait n u', enfin n w', w c'est ln de x, donc w' c'est 1 sur x, fois w puissance n-1. Et ainsi, eh bien, vous calculez la dérivée de fn, c'est u'v plus uv'. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les x ici vont se simplifier. Voilà, très clairement. Donc du coup, vous obtenez ln de x puissance n plus n ln de x puissance n-1. Et donc, ln de x puissance n, c'est ln de x fois ln de x puissance n-1. Et on met un ln de x puissance n-1 en facteur. Et on se retrouve bien avec ln de x puissance n-1 facteur de ln de x plus n. Donc qui était bien la forme de la dérivée qui était donnée dans l'énoncé. Alors c'est pareil, hein, dans un exercice, que ce soit au bac blanc ou au baccalauréat, si on vous donne le résultat, c'est que éventuellement, si vous bloquez pour le calcul, eh bien, vous puissiez réinvestir le résultat pour faire les questions suivantes, parce que par exemple, vous allez voir que pour l'étude des variations, c'est très immédiat, d'accord ? En déduire que Fn est strictement croissante sur 1 plus l'infini et pour tout entier naturel n. Et bien pour tout entier naturel n et tout réel x strictement supérieur à 1, ln de x est strictement positif, donc ln de x moins 1 aussi, donc en fait cette quantité-là est un nombre strictement positif. ln de x est strictement positif, vous lui ajoutez un entier naturel, c'est également strictement positif. Donc en fait, Fn' est bien le produit de deux nombres strictement positifs, donc Fn' est strictement positif sur 1 plus l'infini, et pour tout entier naturel n, et donc Fn est bien strictement croissante sur 1 plus l'infini pour tout entier naturel n. Ensuite, on vous disait déterminer l'équation de la tangente Tn à Cn au point d'abscisse E. Eh bien, y est égal à Fn' de E x moins E plus Fn de E. Fn de E, on a vu, c'est E. Et Fn' de E, eh bien, vous remplacez x par E là-dedans. Ln de E, ça fait 1, donc 1 puissance n-1 fait 1, ln de E là fait 1 aussi, donc en fait Fn' de E c'est n plus 1, et donc du coup y c'est n plus 1 x moins E plus E, donc vous développez votre n plus 1 ici, ça vous fait n plus 1 x moins n plus 1 E plus E, ça fait n plus 1 x moins ne. Ensuite, on vous demandait de j'ai pas la même question 4 sur le sujet et sur le corrigé. Mais j'ai dû me louper. C'était... Ah non, pardon. Étudier la position relative de Cn et Tn pour tout entier naturel n. Effectivement, non, je ne me suis pas trompé. Tout va bien. Alors, on pourrait imaginer de calculer Fn moins Y. D'accord ? C'est ce que j'ai fait au début d'ailleurs, quand j'ai rédigé l'exercice, quand j'ai écrit l'exercice. Et quand j'ai corrigé, en fait, je me suis dit, je vais calculer Fn moins Y. Et en fait, Fn moins Y ne donne absolument rien. Absolument rien d'exploitable. Donc du coup, je me suis dit, il n'y a que deux possibilités. En fait, on essaie d'étudier aussi la position relative d'une courbe et d'une de ses tangentes. Donc, est-ce que localement, autour du point de tangence, la fonction est convexe, concave, est-ce qu'on a un point d'inflexion? Et on peut aussi utiliser la dérivée seconde. Et en fait, quand on utilise la dérivée seconde, eh bien, ça va très vite. Fn seconde, donc Fn est également de la forme U fois V, d'accord? Et donc pour tout entier naturel n et tout réel x strictement supérieur à 1, là vous avez U qui est de la forme W puissance n-1, donc sa dérivée ça va être n-1 sur x ln de x puissance n-2 fois V plus U V', V' c'est ln de, V c'est ln de x plus n, donc V' de x c'est 1 sur x. Et donc vous voyez qu'ici en fait vous avez alors ln de x puissance n-2 en facteur, d'accord? Puisque là on peut écrire ça fois ln de x. Hop. Et donc du coup quand on met ça en facteur, on se retrouve avec n-1 ln de x plus n plus ln de x, donc ce qui fait n ln de x puissance n-2 sur x facteur de ln de x plus n-1. Et maintenant arrive l'étude du signe.
eh bien n est un antinaturel, donc c'est positif, x est positif, ln de x puissance n-2, vu que x est strictement supérieur à 1, c'est également positif, donc tout ça là déjà c'est positif. Et Fn est donc du signe de ln de x plus n-1, et vu que alors ça va être très clairement positif, parce que vous ajoutez un nombre positif avec un antinaturel qui est encore positif, d'accord? Parce que le seul cas problématique, ça va être 0, pour n égale 0, et pour n égale 0, en fait, votre dérivée seconde est égale à 0. Donc en gros, elle est égale à 0, elle est identiquement égale à 0. Donc ça veut dire que votre fonction, elle est à la fois convexe et concave, d'accord? Donc elle est convexe. Et donc si n est strictement supérieur à 0, mais à ce moment-là, vous additionnez ici deux nombres positifs, donc c'est bien positif, il n'y a pas de problème. Donc du coup, vous avez tout ça qui est un produit de nombres positifs, donc fn seconde est positif, ce qui fait que votre fonction fn est convexe. Si fn est convexe sur 1 plus infini, ça veut dire que cn est toujours au-dessus de cette tangente, et donc en particulier au-dessus de tn, d'accord? Donc la position relative de cn et tn, c'est cn est au-dessus de tn sur 1 plus l'infini. Et enfin, la question 5, c'était soit P et Q deux antinaturels tels que P est plus petit que Q. Démontrer que CP est au-dessus de CQ sur 1E et CP est en dessous de CQ sur E plus l'infini. Donc là, on étudie le signe de FP moins FQ. Fp moins Fq de x, ça fait x facteur de ln de x puissance P moins ln de x puissance Q. Et on suppose que P est plus petit que Q, donc on va factoriser par ln de x puissance P, donc on obtient x ln de x puissance P facteur de 1 moins ln de x puissance Q moins P. X ln de x puissance P est clairement strictement positif si x est strictement plus grand que 1, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le signe de Fp moins Fq est du même que 1 moins ln de x puissance Q moins P. Donc vous résolvez cette inéquation-là. Ici, vous basculez à droite le 1, vous obtenez moins 1, vous allez enlever les moins, vous allez changer l'ordre ici, donc ça vous fait ln de x puissance Q moins P inférieur à 1. Ce qui fait ln de x puissance Q moins P inférieur à ln de E puissance Q moins P, puisque 1 c'est ln de E, et donc 1 c'est aussi 1 puissance Q moins P, donc 1 c'est ln de E puissance Q moins P. Et donc vu que Q est plus grand que P, ça veut dire que sur les réels positifs, la fonction qui a x associe x puissance Q moins P, elle est strictement croissante. Donc la fonction racine Q moins Pm de x est également croissante. Donc vous composez par la fonction racine Q moins Pm, puis par la fonction exponentielle, et vous trouvez x plus petit que e. D'accord? Donc Fp moins Fq est strictement positif si x est plus petit que e, et en fait il faudrait faire le même raisonnement si x est plus grand que e, et on trouve que Fp moins Fq est strictement négatif dans ce cas-là. Donc la conclusion de la question vient assez naturellement.